Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, nous voici repartis pour les bonnes habitudes. J'avais arrêté de streamer là pendant un petit mois. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Donc, bon, on va essayer de repartir pour les bonnes habitudes un peu plus régulièrement, je l'espère. Donc, cette semaine, sûrement la semaine prochaine. Pas le lundi d'après, parce que le lundi d'après, je vais donner des cours en école d'ingénieur. Donc, mois de décembre et janvier, je vais avoir quelques lundis qui vont être pris par les cours. Mais sinon, je vais essayer de refaire ça un petit peu plus régulièrement. Voilà, là c'était un petit peu relâche ces derniers temps, je l'admets. Donc, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Salut Stéphane, salut Nida, salut WSL Corsair. Donc, pour la première fois en live, donc bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ce week-end, ce fabuleux week-end a fait place au début de semaine, comme d'habitude. Donc j'espère que vous n'avez pas trop la déprime du lundi matin. Et bah, quant à moi, ça va, puisque comme vous le savez, je ne travaille pas le lundi. Donc c'est parfait. On va parler donc aujourd'hui un petit peu actualité, actualité tech, actualité un peu plus en général. Je sais que juste après, il n'y aura pas le live de Titi Moby. Thierry m'a prévenu ce matin que, bah, effectivement, depuis qu'il a changé de job, il a un peu de mal à retrouver un rythme qui lui convienne. Donc après, on ne pourra pas débrayer pour aller sur le live de Titi Moby. Mais bon, on pense fort à lui. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu électronique tout à l'heure. Je vous en dis pas plus, je vais en parler dans quelques instants. Eh ben, on va commencer bah, par la première news de la semaine, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment une news parce que ça fait quand même quelques semaines que ça traîne. Je voulais vous parler, j'avais posté ce thread il y a 2 jours là. Je voulais vous parler de Twitter, évidemment, parce que depuis un mois, depuis que j'ai arrêté de streamer, je ne sais pas si si c'est moi qui ai tout cassé, mais non, blague à part, depuis le rachat de Twitter et la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, bah, il s'est quand même passé pas mal de choses sur le réseau social. On peut voir que déjà il a divisé la taille des équipes par deux, c'est-à-dire il a viré la moitié des gens. Ensuite, il a laissé un ultimatum aux gens qui restaient pour se dire soit vous restez et vous travaillez pour un Twitter, on va dire hardcore, soit évidemment vous partez avec une petite enveloppe de 3 mois de salaire. Et manifestement, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont préféré prendre l'enveloppe plutôt que de rester pour bosser pour Elon. Salut René. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Et depuis que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont partis, ou en tout cas qui commencent à tester Mastodon. Alors moi-même, je n'y suis pas encore allé, j'ai pas encore créé de compte et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui testent Mastodon en remplacement quelque part de Twitter. Pour moi, je vous rappelle que Twitter, pour moi, c'est quand même un super outil que j'utilise au quotidien, bah, pour faire ma veille, pour partager ma veille, pour échanger de façon assez large sur la tech, parfois quelques autres sujets. Et ce que je constate sur Mastodon, c'est que c'est un peu plus compliqué de retrouver exactement le même fonctionnement, même si l'application en elle-même se rapproche énormément de l'application Twitter. Euh, Anida, tu nous as posté un lien. Attends, je vais cliquer dessus. Hop, je regarde. Tac. Et donc, je disais, oui, ouais, j'ai vu ça. Je vais pas le passer à l'écran, Nida, si tu veux bien, parce que je trouve que c'est un petit peu un poil, un petit poil hardcore, on va dire. Euh, donc, je disais, oui, donc il y a l'application Mastodon ressemble énormément à Twitter, mais effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas, c'est Mastodon, c'est une sorte de Twitter un peu décentralisé sur lequel donc vous pouvez vous inscrire sur différentes instances. Donc vous n'avez pas forcément un compte unique qui vous permet, comme Twitter, d'aller sur l'application et d'être vu de partout. Vous avez un compte qui est rattaché à une instance et pour dialoguer entre les gens, vous donnez le nickname de la personne à qui vous voulez échanger avec son nom d'instance. Donc en gros, c'est un arrobase avec un petit truc supplémentaire qui est le nom de l'instance derrière. En général, c'est le nom de domaine. Donc, ce qui est compliqué, je trouve, dans Mastodon, enfin, c'est pas compliqué techniquement, hein, ce que je trouve ce qui est compliqué, c'est c'est de devoir choisir son instance
parce que ça a été évoqué sur les réseaux sociaux ces derniers temps, etc. Choisir une instance, c'est un acte qui est quand même pas extrêmement neutre. Il faut avoir toute confiance dans l'administrateur de l'instance ou les administrateurs de l'instance, parce qu'effectivement, ces personnes-là, vu qu'ils sont administrateurs, ils peuvent avoir accès à des choses qui pourraient être quand même des données un peu sensibles, un peu privées, sachant que beaucoup d'instances ne sont pas adossées derrière à une organisation un petit peu officielle, type une association, une entreprise ou ce genre de choses. Donc vous avez le risque soit que la personne ne respecte pas du tout les règlements RGPD et que sais-je encore, etc., ou applique sa propre notion de la censure, donc vous shoot votre compte, ou que pire, que du jour au lendemain, la personne en est marre, débranche l'instance et hop, vous vous retrouvez sans instance. Donc c'est un choix qui n'est pas forcément évident. J'ai plein de mes amis et de mon entourage, certains, vous êtes là ici, qui avaient fait ce choix de tester Mastodon. Je pense que je testerai à un moment donné, mais si je dois le faire, je me demande si je vais pas monter ma propre instance pour moi déjà sur mon nom de domaine, voilà, pour être un peu plus serein sur certains sujets. Voilà, mais j'y réfléchis énormément. Et la problématique, comme je le disais, c'est que beaucoup d'instances n'accepte les inscriptions que si vous partagez un certain nombre d'idées de cette instance, sur plein de sujets, hein, qui peuvent être des sujets sociétaux, politiques, techniques, etc. etc. D'autres instances, ça je l'ai vu ce matin, c'est Kig, Philippe, qui l'a posté ce matin, qui n'accepte par exemple à ce qu'on parle qu'en anglais sur certaines instances. Voilà, et c'est ce qui est compliqué. Je vois d'ailleurs Philippe Charrière a fait ce choix de créer 3 comptes différents sur 3 instances différentes, avec finalement 3 lignes éditoriales différentes. Et du coup, je trouve que ça devient difficile à suivre les gens. Voilà. Donc, salut Alex. Euh, donc au final, ouais, tu connaissais pas le fonctionnement. Bah, moi, je le découvre hein, au fur et à mesure le fonctionnement. J'ai pas encore testé, donc je suis pas rentré dans le détail. Si je dis des bêtises, surtout, n'hésitez pas à me le dire hein, et à me corriger, hein. Mais je trouve que la problématique est moins une problématique technique finalement qu'une problématique idéologique, et de savoir est-ce qu'on a besoin de faire confiance aux administrateurs sur l'instance sur laquelle on va s'inscrire. Donc il faut avoir vraiment toute confiance, parce que comme je le disais derrière, c'est pas forcément des entreprises ou des associations qui ont pignon sur rue, et donc c'est comme s'inscrire historiquement sur les forums, etc., etc. Bon, faut être conscient que vous mettez un certain type de données, notamment si vous échangez des messages personnels, donc à destination d'administrateurs ou de structures qui sont pas forcément calibrées pour gérer ce type d'infrastructure. Voilà. Donc ouais, comme tu dis, Stéphane, installer sa propre instance, c'est pas mal pour tester, s'enlever pas mal de choses, pas mal de mal de tête, ouais, sur les sujets qui ne sont pas des sujets techniques. Et ça, voilà, ça permet de tester. Après, ce qu'il faut, c'est si on installe d'instance, donc on va sur une instance qui existe déjà, faut vraiment s'assurer que les personnes qui maintiennent cette instance sont sérieuses, c'est-à-dire faire les mises à jour de sécurité, corriger les failles de sécurité régulièrement, etc. C'est comme un site web, hein. Si vous hébergez votre propre site web, WordPress ou que sais-je encore, etc., vous devez de faire un maintien en conditions opérationnelles et de sécurité. Donc c'est pareil pour les gens qui vont mettre à disposition des instances. Il y a beaucoup d'instances très très connues qui ont fermé leurs inscriptions parce qu'il y a eu un tel mouvement de foule depuis Twitter vers Mastodon qu'ils se sont trouvés un peu débordés. Donc pour pouvoir garantir un certain bon fonctionnement aux inscrits, ils ont fermé les inscriptions. Donc voilà, donc c'est un peu le bazar. Et comme je le disais dans mon thread là, il y a 2 jours, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont fait virer, qui ont démissionné de chez Twitter. On a appris hier que le directeur Twitter France a démissionné, enfin quitte Twitter. Je ne sais pas s'il a démissionné ou il s'est fait démissionner. Salut Philippe. Et donc, bref, donc ce que je disais, peut-être qu'on voit entre guillemets la fin du Twitter tel qu'on le connaît, et Twitter peut avoir dans les heures ou les jours à venir ou les semaines à venir peut-être de grosses perturbations. J'ai cru voir dans ma timeline que pas mal de personnes ont eu quelques bugs, quelques glitches sur Twitter. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Elon Musk a fait débrancher un certain nombre de choses sur l'infra de Twitter, etc. Puis qu'il y a aussi peut-être pas, qu'il y a moins de monde pour maintenir Twitter online. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété ce que j'ai pu dire ou ce que d'autres personnes ont pu dire en disant oui, mais Twitter va pas s'éteindre du jour au lendemain. Non, ça va pas s'éteindre du jour au lendemain. C'est comme
c'est comme tout système informatique, il peut continuer à fonctionner tout seul sans trop d'intervention humaine jusqu'à un certain point. Donc à un moment donné, on verra si on atteint ce point dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si Twitter passe cette vague un peu difficile, et donc on verra. Moi, pour ma part, je serais un peu déçu si ce réseau social venait à disparaître, parce que c'est celui que j'utilise principalement. On va pas se mentir, j'utilise pas Facebook, j'utilise quasiment plus LinkedIn, j'utilise essentiellement Twitter. Donc voilà. Alors on ne parle que des départs de Twitter et non des arrivées. Ouais, tu as raison, Nida, on ne parle pas des arrivées parce qu'en fait, personne n'en parle. Et ce qui est difficile aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est que en fait, Twitter ne communique pas sur ce qui se passe en interne. Alors je pense d'une part parce que Elon Musk fait en sorte qu'on ne communique pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la quasi-intégralité du service communication de Twitter s'est fait démissionner à la suite de son plein gré ou a démissionné. Donc en fait, il y a très peu d'informations qui rentrent et qui sortent aujourd'hui, donc on ne sait pas trop où ça en est. Il y a forcément des gens qui ont été appelés par Elon Musk ou la garde rapprochée d'Elon Musk pour rejoindre le réseau social, mais c'est difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Honnêtement, je sais pas. J'ai un peu peur qu'effectivement que le réseau social souffre un peu de difficultés techniques au vu du nombre de personnes qui sont parties. Alors, comme toute entreprise, j'imagine que c'était surstaffé jusqu'à un certain point, mais je ne pense pas que 7000 personnes, je crois qu'il y avait 7500 personnes chez Twitter, qu'il y avait 7000 personnes de trop. Voilà, donc c'est la vérité toujours un petit peu entre les deux. Donc bon, on verra bien. Oui, et puis il y a effectivement, le nouveau réseau social à l'initiative de Blue Sky, ouais. Enfin, il y a tous ces points, le nouveau protocole, ouais, l'initiative de Blue Sky. Il y a tous ces trucs qui arrivent. Puis il y a Jack Dorsey, donc l'ancien PDG de Twitter, qui est parti fonder une sorte de nouveau réseau social. Donc effectivement, je ne sais pas trop ce qu'il en est, j'ai pas regardé encore. Donc chaque chose en son temps. Donc si vous voyez sur Mastodon, c'est que c'est probablement pas moi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas encore créé de compte sur Mastodon. Et pour l'instant, et si je le fais, de toute façon, j'en parlerai sur Twitter. Je dirai précisément où est mon compte, sur quelle instance, etc., etc. Donc méfiez-vous, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui profitent, des gens mal intentionnés qui peuvent profiter de la migration vers Mastodon pour créer des comptes fake et essayer de récupérer je ne sais pas quoi. Des données perso ou ce genre de choses, etc. Donc méfiez-vous, parce que je sais que les escrocs peuvent en faire un sport assez rapidement de ça, d'aller usurper des comptes sur des réseaux sociaux, donc pour faire croire que c'est pas la bonne personne, enfin que c'est une personne, alors que c'est pas le cas. Voilà, bon, je vais passer à la suite pour un truc, pour une petite info du jour là, que j'ai postée hier. Donc ça s'affiche tout doucement mais sûrement. Voilà, je l'avais fait aussi l'année dernière. C'était entre guillemets pour fêter, si je puis dire, même si je suis pas plus fan que ça, les 37 ans de Microsoft Windows. Donc Microsoft Windows est sorti le 20 novembre 1985. Alors pour les plus ceux qui ont un œil de lynx, vous verrez que la capture d'écran affiche la version 1.0.1 de Microsoft Windows, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait un énorme bug à la sortie de Windows 1.0 qui a été remplacé quasiment instantanément par la version 1.0.1. Donc ceci explique pourquoi cette capture d'écran. Donc Windows, il faut rappeler que Windows, quand c'est sorti, c'était finalement pas le entre guillemets, système d'exploitation que ça deviendra par la suite. C'était plus une sorte de lanceur graphique pour MS-DOS avec quelques API émergentes justement pour le fenêtrage. Et vous voyez d'ailleurs qu'aucune fenêtre se recouvre parce que Microsoft Windows 1.0 était incapable d'avoir des fenêtres qui se recouvrent à l'époque. Donc on était forcé d'avoir les applications de Windows en mosaïque. Mais l'essentiel des applications de Windows se résumait donc au reversi, à l'horloge et à un lanceur MS-DOS pour lancer des programmes MS-DOS. Donc on voit que ça fait quand même beaucoup de chemin depuis. Alors je disais, quelqu'un qui m'a fait cette réflexion, parce que je mettais là sur mon tweet, ce logiciel apportera essentiellement une surcouche graphique basique à MS-DOS et ne deviendra système d'exploitation qu'à partir de la version 2 en 1987. Oui, alors en fait, c'est un peu trompeur, parce que même la version 2 n'était pas réellement un système d'exploitation, c'était plutôt c'était un semi-système d'exploitation, dans le sens où il s'appuyait encore sur MS-DOS.
Et d'ailleurs, Windows s'est appuyé sur MS-DOS jusqu'à Windows XP. C'est à partir de Windows XP que MS-DOS est devenu un sous-système de Windows et non pas l'inverse. Voilà, donc ça c'est donc j'en profite de vous en parler pour corriger ou en tout cas pour détailler un peu plus ce sujet. Donc voilà, donc je sais que parmi vous, ouais, en résumé, Windows a inventé i3. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez amusant. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de cette petite news historique, parce que je trouve que c'est quand même important et ça a marqué quand même, ça a marqué une époque. Moi en tout cas, étant entre guillemets un ancien, et puis mon père était quand même assez geek, j'ai connu Windows 1 et Windows 2 à la maison. Parce que, mon papa était un geek déjà à l'époque. Donc moi c'était, je disais à mon père, tiens papa, tu peux me mettre la souris s'il te plaît. Et en fait pour lui dire, tu peux me mettre la souris, c'était mettre le logiciel Paint pour pouvoir dessiner à l'écran. Voilà, ça c'était mon truc quand j'étais tout gosse. Voilà, pour la news suivante, je voulais vous parler donc de la sortie, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, d'OpenRazer. Si vous avez des devices, donc des claviers, des souris, des casques, que sais-je encore, qui sont siglés Razer, vous savez que souvent, tous les trucs, toutes les petites lights RGB, tous les petits trucs un petit peu Jackie, Kevin, tout ça, etc. Alors, je dis ça en rigolant, j'ai rien contre Jackie et Kevin. Souvent, en fait, il y a un logiciel propriétaire qui accompagne ces devices, mais malheureusement, Razer ne supporte pas Linux, et donc il existe le projet OpenRazer, donc qui permet d'avoir le support sous Linux, notamment de tous les périphériques Razer, en tout cas pas tous, mais en tout cas une bonne partie, justement pour pouvoir piloter ces LED RGB et tout ça, tout ça. Donc je voulais juste noter que la version 3.5 d'OpenRazer est sortie. Moi j'ai pas de périphérique Razer, mais je connais pas mal de personnes qui en ont, donc c'est quand même un bon remplaçant lorsqu'on n'utilise pas du tout Windows. Donc si vous avez des périphériques Razer chez vous et que vous pestez parce que c'est pas supporté sous votre OS favori, n'hésitez pas à aller voir OpenRazer, sachant que c'est supporté aussi sous Windows, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire le remplacement sous Windows des applis Razer par OpenRazer. Voilà pour ça. Hello les Dino et les Jackie et les Kevin, ouais. Sinon, pour la sortie suivante, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, c'était, si ça veut bien charger. Ah, ça ne charge pas, qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est en train de charger. Alors c'est le temps que ça s'affiche. Je vous affiche l'écran. Donc c'est la sortie de VirtualBox 7.04. Je ne sais pas ce qui se passe sur le site de VirtualBox depuis ce matin, mais c'est d'une lenteur épouvantable. Je ne sais pas ce que fait Oracle derrière, mais ils ont vraiment des problèmes d'hébergement ou d'acheminement de paquets IP, je ne sais pas quoi, mais ça met des plombes à répondre. Donc pour en revenir à VirtualBox, j'avais parlé de la sortie de VirtualBox 7 il y a quelques semaines. Donc la sortie de la 7.04 vient d'être entérinée. Globalement, ça apporte pas grand-chose de nouveau. C'est plutôt une version, une release micro, hein, c'est une version mineure, plutôt une version de maintenance qui corrige certains petits bugs, notamment sur un bug sur un outil en ligne de commande pour, je sais plus, pour gérer les images disques. Je sais plus exactement ce qu'il y avait comme bug. Ah, ça y est, ça s'affiche enfin. Voilà, donc il y a différents fixes qui sont proposés par cette nouvelle release de VirtualBox. Quelques améliorations sur VirtIO SCSI. Ce qui est principalement dans cette release, c'est le support du noyau Linux 6.1 qui arrive et qui commence à être mis en place dans certaines distributions. Donc ils sont en train de faire en sorte que Linux 6.1 soit bien supporté sur VirtualBox, ce qui est tout à fait normal. Voilà, il y a différents, comme je dirais, bug fixes, des différentes petites corrections à droite à gauche et quelques évolutions en interne, notamment sur VirtIO SCSI et sur l'accélération 3D, ce genre de choses. Mais bon, rien d'extraordinaire. Sur cette version. Si vous utilisez VirtualBox, vous pouvez mettre à jour sans trop de problèmes. D'ailleurs, je vous encourage justement pour avoir les dernières petites corrections de bugs, mais vous verrez quasiment aucune amélioration notable dans le logiciel. Moi, j'utilise plus VirtualBox depuis un petit moment, hein, ça fait longtemps. Pour tout ce qui est virtualisation, vous savez que j'utilise beaucoup Proxmox VE, mais sur mon laptop, lorsque j'ai besoin de virtualisation sur mon laptop, j'utilise simplement
Virt Manager, donc avec Virch et tout ça, donc qui est très bien, qui est une surcouche QEMU toute bête, bien intégrée avec, donc c'est du KVM tout à fait, qui est surcouche qui est bien intégrée notamment à mon environnement Linux Mint, donc et GNOME. Donc c'est plutôt, je suis plutôt utilisateur de ça. Voilà. J'en ai parlé ce matin aussi, c'est la sortie, la release de GIMP 2.99.14. En plus, j'avais fait une grosse faute sur mon tweet ce matin, j'avais marqué 2.00.14, n'importe quoi. Je devais pas être réveillé quand j'ai préparé ce tweet. Donc la sortie de GIMP 2.99.14, vous savez que GIMP est proche de la version 3 depuis très longtemps. Ça fait plus d'un an qu'ils sont à la version, qui préparent cette version 3, donc avec les releases 2.99. Ce matin, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait vraiment de plus dans la version 3 par rapport à la version 2. Sachez qu'aujourd'hui, c'est plutôt la version 2.10 qui est distribuée partout. Il y a énormément de choses. C'est impossible de citer toutes les aberrations qu'il y a dans GIMP. Il y a vraiment des nouveaux plugins, il y a une réécriture complète du pipeline de couleurs, avec un support en virgule flottante sur tous les canaux. Enfin bref, il y a tout vraiment un énorme refactoring dans le code et beaucoup d'améliorations. Une des améliorations majeures aussi, c'est le passage à GTK 4, donc qui est sorti il y a près d'un an, je crois, de mémoire. Beaucoup de nouveaux formats qui sont supportés, beaucoup de corrections de bugs, d'amélioration de performance, notamment au niveau de la gestion de la mémoire. Enfin bref, donc c'est une grosse release, la version 3, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on change de release majeure. Il y avait de grosses améliorations. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse avec les différents plugins qu'on peut utiliser à droite à gauche. C'était le cas quand on est passé de la version 1 à la version 2. J'ai vu quelques plugins qu'il a fallu réécrire. Mais pas la version 1, la version 2, la version 2, la version 2.10. Bref, toujours est-il que GIMP 3 arrive et je pense, j'ai bon espoir qu'on voit cette release enfin de notre vivant en 2023. Il n'y a pas encore de date qui a été officialisée. C'est un peu comme Debian, c'est-à-dire que globalement, ça sort quand c'est prêt. Et puis, il faut pas oublier que GIMP, qui est une équipe qui aussi il y a beaucoup de Français dans l'équipe de dev de GIMP, et puis c'est vraiment une toute petite équipe. Donc, ils font un travail, je trouve, formidable de maintenance et d'amélioration de ce soft dont je me sers quasiment tous les jours. Donc, voilà. Si vous êtes habitué à GIMP, bah, continuez. Si vous êtes plutôt utilisateur de Photoshop, bah, redonnez une chance de temps en temps à GIMP. C'est comme tout logiciel, il faut reprendre des nouvelles habitudes. C'est pas du tout le même workflow, la même façon de travailler, mais on s'y habitue. Et, bref, moi j'utilise que ça quotidiennement. J'utilise GIMP vraiment énormément et très très régulièrement. Ensuite, je voulais vous parler d'électronique pour finir ce live. Donc, il y a quelques temps, j'ai été contacté. Alors, attendez, je vais vous mettre ça à l'écran dans 2 secondes. Toc, je ferme déjà tous ces onglets. Il y a 10 fois trop d'onglets. Alors, hop. Voilà. Donc, j'ai été contacté par Electrix il n'y a pas longtemps. Qui m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir leur petite carte PicoHead V2 que je présente ici. Donc cette petite carte, c'est une petite carte de prototypage hein, qui est basée sur un RP 2040 comme le Raspberry Pi Pico. Donc en fait, globalement, on peut définir ça comme étant un Raspberry Pi Pico sous stéroïde, pour la simple et bonne raison, c'est que ça apporte donc toutes les fonctionnalités du Pico, puisque c'est le même microcontrôleur, avec en plus dessus un buzzer, des LED, des boutons, et derrière une matrice de LED. Et donc la version 2 vient d'être industrialisée et mise à disposition. Elle est disponible à l'achat sur leur site. Moi, je connaissais pas le PicoHead. J'en avais entendu parler juste comme ça, mais j'avais jamais testé. Je sais que là, je repense à Thierry. Donc, dans la communauté Calme qui a créé Titimobi, on parle beaucoup d'électronique et tout ça. Ils en ont acheté, ils ont déjà testé la carte. C'est plutôt une carte de prototypage et d'apprentissage qui est quand même plutôt sympa.
Donc ils m'en ont fait parvenir une, sans aucune contrepartie. Alors je suis totalement transparent avec vous, ils m'ont contacté en DM via Twitter, ils m'ont dit ouais, ça nous intéresserait si tu voulais bien tester la carte et tout, et ils m'ont demandé aucune contrepartie. J'ai donné mon adresse, ils m'ont envoyé la carte, je l'ai reçue ce week-end, j'ai pas encore eu trop le temps de la tester, mais je vais vous montrer 2-3 choses. Et du coup, j'ai testé ça ce matin, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça se programme en Python. Alors, on peut évidemment le programmer en C et en C++, si on veut, mais ça se programme en Python. Il y a des GPIO qui sont disponibles, comme je le disais, buzzer, LED, bouton, matrice de LED et tout. Donc, je pense que comme petite carte d'apprentissage, c'est quand même plutôt pas mal. Et hop, leur site de documentation est quand même plutôt bien fait. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce que ça donne. Hop, je vais repasser sur la caméra. Alors j'avais un câble dans le temps. Toc. Voilà. Donc ça se branche en micro USB. Hop. Voilà, comme vous le voyez ici. Et la première chose que ça fait, voilà, je vais vous l'afficher à l'écran. Une des premières choses que ça fait, c'est que vous voyez la carte. Si je retrouve le curseur de ma souris, voilà la carte qui s'ouvre un petit peu comme un support de stockage de masse. Donc tout simplement, vous voyez, c'est un petit peu comme une sorte de tout petit disque USB sur lequel vous allez pouvoir venir glisser, déplacer votre code directement écrit en Python et pour pouvoir l'exécuter. Donc par défaut, c'est fourni avec un petit programme qui fait pas grand chose. Je vais vous afficher ça à l'écran. C'est si on prend, voilà, on appuie sur les deux boutons en même temps, voilà, ça allume toutes les LED de la matrice de LED. Voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais au moins ça permet de vérifier que ça fonctionne. Et donc j'ai préparé juste deux petits exemples que je suis allé repomper allègrement sur leur site tout à l'heure, juste pour voir comment ça marche. Donc ça se programme en circuit Python. Comme je vous l'ai dit, je vais afficher. Hop, hop, je vais afficher ça à l'écran. Toc, et je vous partage mon écran. Voilà. Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Tony, qui est un éditeur Python, et notamment avec une intégration de MicroPython, circuit Python qui est déjà faite dedans. Donc, il suffit d'installer Tony, et ce qui va vous permettre de pouvoir programmer directement la bête et de tester en live. Ça s'occupe automatiquement du téléversement sur la carte, et vous pouvez accéder directement à la carte. Donc, en général, la première chose que vous faites, c'est vous allez vérifier que je ne sais pas où c'est dans outils options. Voilà, on va aller dans interpréteur, on va aller choisir ici circuit Python, tout simplement. Et s'il détecte votre device compatible circuit Python sur votre machine, ben simplement il suffit d'aller sélectionner votre carte. Donc là, je vois PicoHead circuit Python CDC Control. Je le sélectionne, je fais OK et je suis prêt à utiliser la bête. Donc j'ai déjà préparé. Hop, on peut aller ouvrir un programme donc, qui est soit sur l'ordinateur, soit directement sur l'appareil circuit Python. Donc là, je vais aller chercher sur circuit Python. Et j'ai préparé un test de scroll là, sur la petite carte. Donc il va simplement faire défiler hello Twitch, @ponceto91 et mon adresse sur Twitch. Donc comme vous le voyez, c'est un code assez incroyable. Donc il suffit après de faire play et le voici qui est en train de défiler à l'écran. Je vais vous afficher ça plutôt en grand. Alors en plus avec cette lumière qui n'aide pas trop. Voilà. Voilà, ouais, comme tu dis, Nida, c'est un petit côté Arduino, effectivement, hein, c'est très inspiré, comme beaucoup de ces cartes maintenant sont très orientées apprentissage, notamment pour les jeunes, etc. Donc ce genre de carte, c'est vachement bien, je pense, pour les collégiens, les lycéens, pour apprendre la programmation, pour se familiariser un petit peu avec l'électronique à moindre coût, ou en tout cas sans forcément avoir de très grosses connaissances. Sachant que si vous allez sur le site d'Electrix, mais il y en a plein d'autres, hein, sur tout ce qui est compatible MicroPython, il y a des starter kits qui sont vendus avec des LED, des résistances, des capteurs, tout ça, etc. Avec plein de programmes pas à pas un peu pour apprendre. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et ce genre de petites cartes pour prototyper ou faire des trucs un petit peu sympas, un petit peu parfois à l'arrache en Python, c'est quand même assez accessible. Donc derrière, faut pas oublier que c'est un microcontrôleur RP2040. Hein, donc derrière, vous pouvez aussi le programmer en C, en C++. Il est intégralement compatible avec la plateforme de Raspberry Pi Pico.
Donc voilà, ça c'est juste un Raspberry Pi Pico sous stéroïde comme je le disais tout à l'heure, donc avec des trucs intégrés, donc c'est très pratique. Donc j'avais préparé donc cette petite démo et j'avais préparé donc un autre, on va ouvrir, hop, pour faire de la musique. Ah oui, il faut que je stoppe parce qu'il est en train de tourner. Ouvrir, circuit, et on peut faire de la musique aussi. Alors attendez, je vais approcher ça là. Voilà. Donc retour dans les années 80-90, musique 1 bit. Ouais, super. Donc vous avez le buzzer intégré que vous pouvez utiliser. Vous avez différents... Ouais, c'est back. Ouais, ça fait Nokia 3310, ouais, c'est exactement ça. Donc, allô? Allô? Qui m'appelle? Donc voilà, il y a au moins le strict minimum, je pense, sur ce genre de carte, sans avoir besoin de rajouter de composants. Donc la LED Matrix, le buzzer, des boutons et des LED, déjà pour pouvoir commencer à faire des petites choses. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je sais plus combien ça coûte dans les 12 balles, il me semble. Je sais plus, on va afficher ça à l'écran. Hop, où est-ce que c'est? Hop. Alors, combien ils vendent ça? Ouais, et 12,90 $. Ils vendent ça 12,90 $. Je pense que ça vaut le prix au vu de ce qu'il y a dessus. Bon, c'est à peu près dans les prix, j'ai envie de dire. Voilà, donc je voulais vous présenter ça parce que je trouve ça plutôt pas mal. Et comme je vous le dis, je vous l'ai dit en toute transparence, moi on me l'a envoyé sans aucune contrepartie, donc je vous en parle parce que je trouve ça bien. Et si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller rejoindre sur Discord la communauté Calme. Il y a quand même pas mal d'utilisateurs et de gens qui ont déjà testé la bête et qui font joujou avec déjà depuis quelques mois, avec la version 1 notamment. Donc ils pourront vous guider et vous donner un peu plus de détails que moi. Moi je découvre la carte là depuis quelques heures seulement, hein. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je sais pas si s'il y a des choses des choses que vous voudriez voir un de ces quatre détailler ou faire ou adresser comme sujet. Je sais que j'avais déjà parlé et je l'ai toujours pas oublié parce que je sais que René va encore me dire alors c'est quand qu'on fait du C++. Oui, c'est toujours dans ma tête, j'ai préparé le truc, mais il faut juste que je trouve le temps. Donc j'avais dit, j'avais promis, je ferai des sessions de live code en C++ pour montrer un petit peu, apprendre à programmer en C++. Je le fais pas en Rust parce qu'il y a plein de gens très bien qui font ça en ce moment en Rust. Et je trouve que c'est super, hein, allez voir Emile ou d'autres personnes qui font ça très bien, très régulièrement, qui font découverte de Rust un petit peu en live, etc. Je voulais faire avec à peu près du C++ from scratch un petit peu pour les gens, pour que les gens qui connaissent pas trop se sortent de l'idée que c'est compliqué, parce que c'est pas compliqué. Ouais, il y a Kanoa, effectivement, Yannick. Kanoa, donc alias Yannick, Emile qui font ça déjà sur Twitch. Donc moi je vais faire ça pour du C++. Donc j'ai déjà préparé des petites choses, mais il faut juste que je trouve le temps de le faire et de le préparer. Voilà, enfin de préparer les sessions en live et de trouver les bons créneaux pour qu'au moins il y ait un petit peu de monde. Et puis qu'on s'amuse ensemble à faire un petit peu de C++, jouer avec les classes, découvrir, démystifier un peu tout ce qui est template et tout ça. Enfin bref, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc je pense que je ferai ça début courant 2023, je pense. Voilà, j'ai déjà préparé des choses, donc à mon avis en 2023, on se fera ça tranquillement. Voilà, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une très bonne semaine, et puis je vous dis donc à lundi prochain, si tout va bien, si le monde ne s'est pas écroulé d'ici là, on est à l'abri de rien. Et donc je vous dis à ciao, bye bye.